Michel Brasse, comment alors c'est le troisième luron de notre trilogie de grands chefs devant cette côte de bœuf de nantaise. Non, j'avoue qu'elle est appétissante, il y a une belle conformation, puis comme disait tout à l'heure Michel, je n'ai pas écouté ce que disait Olivier, parce qu'il est chauvin lui, alors je ne suis pas sûr que... elle est persillée vraiment, elle est vraiment appétissante. Alors je ne sais pas quel âge a l'abattage de cette bête-là, on le sait, non? On va le savoir parce que j'ai aperçu Laurent Chalet, qui est le producteur de vaches nantaises, et je pense que la vache... Alors voilà, donc celle qui a maturé 3 mois devant vos yeux, donc une bête qui a été tuée au mois de mai, elle mature depuis le 5 mai dernier. Olivier Rollinger, quelle appréciation? Et là, on a une comparaison entre deux trains de côte, un train de côte, on va dire, récent et un train de côte très maturé. Vos réflexions? Ben là, il y a un développement de saveur. C'est-à-dire que, vous savez, on a l'habitude de dire qu'un fromage doit être affiné. On a l'habitude de dire qu'un vin, il faut l'attendre. Et on a pour habitude, pour des notions de pseudo-hygiène, de dire oui, il faut tout de suite manger les choses les plus fraîches qui ont été pasteurisées, mises au frigo, être en froid, bloquées. Or, le vivant doit se poursuivre. Et cette maturation, cet affinage de la viande apporte évidemment des saveurs qui sont différentes. C'est comme un fromage frais et un fromage affiné, mais qui sont là un champ des possibles avec des saveurs profondes. On appelle ça même, vous voyez, un peu comme dans le vin, c'est-à-dire qu'on est dans des troisième degrés. Et ça, c'est pour le gourmet, c'est absolument délicieux. Alors, on va en manger moins, mais quel plaisir, quoi. Enfin voilà, moi, j'en salive à l'avoir déjà. Michel Brasse, je vous interromps tout à l'heure. Après, on passera la parole à Yves-Marie Le Bordonnec et puis à Périgot-Légas. Alors, vos réflexions à vous sur ces deux trains de côte, celle qui est plus récente et celle qui a vraiment maturé là, bien plus de 3 mois. Bon, à vrai dire, je voudrais les goûter. Et bon, au toucher, je trouve que celle-là, elle a l'air un peu essorée par rapport à l'autre. Donc, moi, c'est ce qui me bloque un peu sur les maturations un peu longues, c'est qu'après, je vais caricaturer un peu, mais on a du coton. La viande, moi, j'aime bien qu'elle ait de la jutosité. On verra ça tout à l'heure, ça a du jutosité. Périgot, à vous le soin. Comment vous réagissez, vous, par rapport à ces trains de côte? J'ai souvenir de vous, une fête de la vache nantaise il y a quelque temps, où vous montriez haut et fort, haut et clair devant le public, une côte de vache nantaise en valorisant toutes ses qualités. Je suppose que votre analyse n'a pas changé depuis, au contraire. La démarche, elle est profondément gastronomique. C'est d'abord la diversité de nos produits, la diversité de notre paysannerie et de notre agriculture. On a sur une même race bovine une diversité de goûts, de préparation et ensuite de dégustation. Alors, ce qui est formidable ici, c'est qu'on voit la complémentarité de la chaîne. On a l'éleveur, on a en l'occurrence Laurent Chalet, qui est le créateur de cette merveilleuse manifestation. Non, il est allé à l'inauguration officielle, il a beaucoup d'obligations. Qui élève cette vache. Là, ici, on a un bœuf, hein, et j'ai vu sa photo tout à l'heure, que Yves-Marie a battu le 4 mai. Voilà, on a une expression de viande qui est... on est dans un cru de viande. On parle souvent de cru de vin dans les appellations prestigieuses de la France. Eh bien, ici, on est en Bretagne historique, et on a un cru de viande à partir une vache rustique d'origine. Et on a le témoignage d'une culture et d'une tradition qui est renouée avec l'artisan qui vient d'une grande boucherie parisienne, qui l'a mis en valeur, le produit, parce qu'une chose est d'élever et de produire la matière première, et ensuite, de même qu'on affine un fromage, eh bien Yves-Marie, il affine la viande pour en extraire les qualités intrinsèques. On a 3 expressions. Ici, on a un train de côte plus récent. Il y en a pour tous les goûts, il y en a pour toutes les saveurs. Et puis on a ici le rhum steak de ce bœuf. Ça veut dire que la fête de la vache nantaise, c'est pas seulement la résurrection et la permanence d'une tradition et des valeurs, c'est aussi la possibilité de voir le produit dans sa finition et de partager ensemble des instants de grande émotion. Là, rien qu'à voir cette viande avec ce persillage, j'en salive déjà. Et je me dis que derrière ça, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a du courage, il y a de l'engagement. Et je dis aux végétariens, quand je vois cette côte de bœuf et celle-là, je rappelle que la vache et que le bœuf, la viande, c'est jamais que de l'herbe intelligemment transformée par l'animal en matière première. Merci. Yves-Marie Le Bordonnec.
Dites-nous un peu plus, non, il a le micro, Yves-Marie, quelle idée de vouloir maturer un train de côte comme ça si longtemps? C'est quoi? C'est une expérience ou c'est... Oui, c'est une recette en fait. C'est de réaliser une recette sur un morceau. On n'est pas obligé de tout maturer. Un petit peu plus vers le public pour que vous le voyez bien. Voilà. Ce que disait Périgot tout à l'heure. Voilà. Il réédite son geste d'il y a 4 ans. La maturation en fait est un révélateur de la qualité. Si on est capable de mettre très longuement un train de côte en maturation, on va voir tout de suite ce qu'il a mangé. Parce que ça va révéler, s'il avait mangé par exemple de l'herbe ensilée, il aurait été tout vert tout de suite. Il aurait auréolé immédiatement. Là, il n'a pas du tout auréolé. Donc c'est un petit peu c'est une preuve de qualité. Après, on n'a pas. C'est une expérience qu'on a fait là sur ce train de côte-là. L'autre train de côte a été vendu à 20 jours de maturation et on s'est aussi régalé. Là, on a fait une recette différente avec ce train de côte. Oui, il ne s'agit pas de dire pour apprécier une côte de bœuf nantais, il faut qu'elle ait une maturation longue, sinon ça ne vaut rien. Non, c'est une recette. Voilà. Moi, je ne suis pas cuisinier, je suis boucher et je veux apporter mon savoir-faire et mon savoir-faire, je l'apporte avec la maturation. Vous avez des vins qu'on boit au bout de leur première jeunesse, hein, les vins nouveaux, muscadet, on le boit dans l'année, et puis vous avez des vins qui ont besoin on ne dit pas vieillir, on dit mûrir et s'assagir. Eh bien, cette viande, elle a eu besoin de mûrir, de s'assagir, pour révéler la qualité de l'alimentation que la vache ou le bœuf ont ingurgité dans une prairie à l'herbe naturelle. Là, qu'est-ce qu'on mange? On va manger du paysage. Voilà. Et plus on a l'affinage, parce que la qualité de la viande permet l'affinage et la maturation, ça va en fermant les yeux, on pourra dire, eh ben, cette vache, ce bœuf, ils ont été élevés au Dreny. On ne va pas faire un débat sur le muscadet, mais le muscadet peut aussi mûrir. Hein. Donc, je défends mes petits camarades vignerons qui font de la qualité. Il y a des très anciens qui sont formidables. Absolument. En général, on les boit dans la fraîcheur. Alors ensuite, comment vous allez procéder, Yves-Marie? Alors, bon, là, il va falloir la cuire. On va en prendre une autre au centre. On accueille en ce moment même, pendant que Yves-Marie découpe la côte de bœuf, on accueille Carlo Petrini, qui est le fondateur de Slow Food. Carlo, bonjour, bienvenue. Vous avez vu, j'ai pas fait dans la démagogie, mais j'ai mis le petit escargot Slow Food sur mon bonnet marin. Pourquoi l'ai-je mis? Non pas parce que Carlo venait là, parce qu'en 2004, à l'édition 2004 de la Fête de la Vache nantaise, nous avons créé ici même, dans le champ où nous sommes, le convivium Slow Food, les petits beurrés nantais. Donc il y a un retour aux sources et ça me fait doublement plaisir d'accueillir Carlo Petrini ici, en tant que membre de Slow Food. Alors Carlo Petrini, regardez, comment vous appréciez cette côte de bœuf nantais? Je suis sans parole. Et je suis impressionné pour l'organisation générale de cette fête. Il a beaucoup de personnes et le respect absolu pour l'élevage et pour la viande. Je pense que sera la prochaine fête très intéressant réaliser ici une rencontre avec les végétariens et les véganismes. Parce que non, attention, nous allons une situation que nous devons supérer. La situation de mettre une contre l'autre, ce n'est pas une situation qui aide la cause des paysans. Les paysans, il a besoin d'exprimer que c'est ça, il est durable, que c'est ça, c'est la nouvelle idée de nourriture, et il n'est pas contre les personnes qui sont végétariennes, c'est la différence. Et tout le monde, quand nous avons des personnes qui pensent qu'il a la vérité absolue, je suis omnivore, je suis carnivore, j'ai la vérité, il n'est pas juste. Nous devons être ouverts à le dialogue. Et le dialogue, c'est une seule. Être dans la part des paysans, dans la part d'une économie durable, dans la part des environnements. C'est ça, c'est de la part des environnements. L'agriculture intensive, l'élevage qui fait souffrir les animaux, n'est pas dans la part des durables. Alors, nous devons porter avant cet esprit et pas accepter l'idée.
tu es véganisme, végétarien, je suis omnivore. Non, 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 non. Qui va à respecter les environnements et les droits des paysans d'être respectés. Pas seulement l'argent et le business des grandes multinationales. OK. Merci Carlo. Vous avez dit et vous disiez souvent pour présenter le mouvement Slow Food, manger est un acte agricole, produire est un acte gastronomique. Est-ce que là on n'a pas l'expression au travers de ces côtes de bœuf, que ce soit celles-ci ou les plus récentes, de vos propos? Alors, je viens d'une région d'Italie qui s'appelle le Piémont, où il a aussi une race qui maintenant il est sauvegardée, que c'est la race piémontaise. Alors hier soir, au dîner extraordinaire qu'il a fait, les deux Michel Brasse et Michel Troisgros, hein, j'ai vu une plate qui m'a expliqué Perico qu'il n'est pas dans la tradition française, que c'est la viande crue. La viande crue, que justement, comme tu as dit, il n'est pas la tartare. La viande crue, c'est viande coupée avec les couteaux. Alors, j'ai goûté la qualité de cette viande incroyable. Dans toute ma région, nous mangeons la viande crue. Alors, j'espère qu'un des mots forts de la vache nantaise, de la viande de nantaise, c'est de proposer au grand public de France de manger la viande crue nantaise, avec cette manière d'élevage et découvrir la qualité organoleptique, du goût de cette viande. C'est ça. Voilà. Merci Carlo. Vous êtes pris par l'inauguration de la fête, donc je vais vous laisser vaquer à ces responsabilités. Et je crois que demain, on vous reçoit à nouveau sur l'amphithéâtre des saveurs pour une nouvelle visite. Merci. À bientôt. Kenavo Avechal, comme on dit ici. Perigo, comment justement, viande crue, vous venez de prendre au mot Carlo Petrini, vos remarques? C'est quand même la meilleure façon d'apprécier la qualité d'une viande et sa saveur, de la goûter crue, telle qu'elle est à la sortie de l'abattoir, parce que c'est là où j'ai les véritables éléments sensoriels qui me disent comment la vache a été élevée, de quoi elle s'est nourrie et d'où elle vient. Ensuite, la cuisson, c'est une mise en valeur différente, parce qu'on va chercher par la cuisson des expressions aromatiques, des parfums que le cru ne révèle pas. Mais c'est important d'avoir les deux phases et de pouvoir apprécier un produit dans ces deux expressions. On a dans l'assistance Gilles Le Gallès qui était avec nous cet après-midi. Moi, j'aimerais bien que Gilles vienne nous rejoindre. Il fait le modeste devant nous. Viens nous rejoindre, Gilles, parce que tu as aussi des choses à dire sur la viande et les légumes, puisqu'on a aussi devant nous un super présentoir de légumes avec Alice qui est maraîchère dans la région nantaise, au Sorinière, et qui nous rejoindra tout à l'heure pour... Justement, la viande, c'est une chose, mais il y a aussi l'accompagnement avec les légumes. On n'oppose pas les choses, Perigo. Au contraire. Bonjour Gilles. Bon. Merci Gilles de venir nous rejoindre. Même si ce n'était pas prévu, on fait dans l'improvisation, mais c'est ça qui est formidable ici à la fête de la région. Perigo, continuez. Une viande telle qu'elle est, on peut évidemment la déguster pour elle-même. Mais elle aime bien avoir la réplique d'une expression végétale. Et si après tout c'est un légume, un produit qui vient du même terroir ou de la même aire géographique, il y aura une complémentarité. Je rappelle que cette viande, c'est bien de l'herbe intelligemment transformée par la vache ou le bœuf en chair protéinée, et que le terroir, le sol d'où ça vient, eh ben, ils ont quelque chose en commun, ils ont une géographie en commun, ils ont une climatologie en commun, et ils ont un savoir-faire. Quand on est en Bretagne et qu'on goûte un fromage frais et le cidre qui vient du même pays, on a une communauté sensorielle. Et là, je pense que Gilles, il est l'acteur suivant. Une assiette, c'est une pièce de théâtre, avec des acteurs. Ce sont des actes avec des scènes. Eh bien, quand on a un artisan qui prépare, là, il est en train de parer. Cette opération s'appelle parer. C'est-à-dire qu'il retire le gras. Il met en scène un produit qui raconte une histoire. Et à côté de cette histoire, Gilles de Gallès va nous apporter une autre histoire, qui est celle de ses légumes. Gilles. Là, déjà, je regarde avec admiration la beauté du geste, la justesse du geste que fait Yves-Marie.
vraiment. C'est l'artisan. Oui, complètement. C'est ça l'artisanat. Ça c'est Voilà. vraiment quelque chose de Il y a un magnifique. savoir. Mais moi, hier, quand j'ai participé à un atelier, et quand mes amis de la vache nantaise m'ont dit, écoute Gilles, on va te demander de travailler un flanchet, alors qu'ils savent très bien que je suis plutôt porté sur Voilà. le végétal, je me suis dit, mais où va-t-on et comment je vais pouvoir aller apporter mon végétal dans ce flanchet qui n'est pas forcément une viande facilement abordable, on va dire, pour aller travailler. Et en fait, on avait un goût absolument magnifique parce qu'on l'a travaillé peu, elle a été très peu cuite et on l'a associée avec du végétal également. On y a mis il y avait des carottes, du céleri, des poireaux. On avait également apporté différemment, pour associer avec le goël, un concombre et de la rhubarbe pour apporter une petite pointe d'acidité. Et cette viande qui était peu cuite avec ce légume, ça faisait une osmose en bouche. C'est la cuisine. Voilà. Ça, c'est la magie du cuisinier. On a vu la gestuelle de Yves-Marie Le Bourdonnec. Les orfèvres transforment de l'or en bijoux. Et Yves-Marie, il a pris ce trésor carné et il en a fait une œuvre d'art. Alors, la suite, Yves-Marie, de l'opération, là, vous l'avez paré la côte, comme vient de le dire Périgot. La phase suivante. Ah, le micro, il ne marche plus. Alors, je pars avec ça. J'ai commencé à faire cuire la côte et 2 entrecôtes. On va faire une entrecôte cuite à point et une côte saignante. Pour montrer que même à point, ça a beaucoup de goût, c'est très long, c'est très intéressant. Là, j'ai prélevé une côte côté faux filet. Je vais entièrement la parer et on va tenter un tartare de viande maturée avec ça. Voilà. Un tartare au couteau. Au couteau, bien entendu. Bien entendu. Voilà. Parfait. Alors, grand débat tout à l'heure, Périgot, sur l'apport du sel. Alors, on a un paludier, Lionel Charteau, qui est paludier du côté de Guérance, à Saint-Molf, précisément, sur le marais du Mèze. Mais pour faire très large, on va dire, c'est paludier de Guérande. Avec le débat, Périgot, faut-il saler avant ou après? Votre réponse était que... Et ça, c'est le choix du cuisinier. Si on recherche une expression de la viande qui est dans ce qu'on appelle le snacking, c'est un mot anglais que j'aime pas, ça veut dire que la viande saisit, croûtée à partir de la réaction de Maillard. Ah oui, très bien. Si on met du sel, on va un petit peu perturber le sucre qui est à l'intérieur par la protéine. Mais si on fait, j'allais dire, macérer la viande dans du sel ou mariner, on va la saler, on retire le sel, mais c'est un autre mode de cuisson. Donc c'est au cuisinier de décider. Il y a avec et il y a sans. La viande, elle sera toujours impeccable de toutes les façons. Alors le sel, Lionel, le sel, les sels, puisque paludier, c'est un métier qui vise à produire du sel, mais vous produisez des sels différents. Quelle différence entre tous ces sels et comment vous travaillez? Complètement. Alors, petite précision, on est installé sur le bassin du Metz pour la partie atelier de conditionnement et c'est là qu'on parle bien dans le micro près de la bouche, oui. Par contre, on produit notre sel sur les bassins de Guérande, hein, donc peu importe, mais on est copains avec tout le monde, c'est ça le truc. Je crois qu'il remet l'église au milieu du village. Je remets l'église au milieu du village, exactement. Non, en ce qui concerne les sels, comme le disait Périgot, effectivement, on peut saler avant, on peut saler après. Quoi qu'il en soit, sur la côte de bœuf, il y a un truc qu'on voit sur Internet, moi j'aime pas du tout, c'est l'histoire de cuire une côte de bœuf en croûte de sel. Et alors ça, je trouve que c'est vraiment une hérésie parce qu'on n'a plus du tout la réaction de Maillard, puisque la côte de bœuf, dans ce cas-là, est cuite à l'étouffer à l'intérieur de la croûte. Et ça n'a, personnellement, c'est juste un rôti cuit presque à l'eau bouillante, quoi, donc c'est pas terrible. Autant la croûte de sel, c'est valable sur un bar, mais on en parlera une autre fois, peut-être. Ici, on est sur la viande. Non, effectivement, la réaction de Maillard, dont parlait Périgot, c'est juste l'odeur de rôti de la viande, de la partie protéinée de la viande autour qui cuit. Et à ce moment-là, c'est ça qui donne quand même un goût très intéressant. Il ne faut surtout pas le perdre. De fait, nous, on produit 2 types de sel différents. Tous les paludiers ont fait ça. Hein. Donc, il y a du gros sel qui se produit au fond de l'œillet. Donc il y a un gros sel qui est issu de la vie des bactéries, donc c'est un sel qui se constitue très lentement, des cristaux qui sont plutôt gros, plutôt gris parce qu'ils sont produits sur le fond d'argile et qui du coup sont difficiles à faire fondre. On les garde soit pour faire cuire des choses à froid comme le saumon, comme de la viande ou des trucs comme ça. Et par contre, si on veut saler quelque chose après, pour se servir de l'effet exhausteur de goût, on va plutôt utiliser la fleur de sel, qui est un sel donc, qui se produit de façon très éphémère en surface de l'eau. Ouais. Et effectivement, à ce moment-là, le principe, c'est que les cristaux de fleur de sel fondent sur le palais, sur la langue et pas dans l'assiette. On va saler au dernier moment. Et le moment où les cristaux fondent, c'est là que ça fait exhausteur de goût. Ça ne fait pas exhausteur de goût quand on jette la fleur de sel dans une casserole. On n'est pas sur ça du tout. Et là, je crois que tout le monde va être d'accord là-dessus.
Merci. Merci. Alors, hier sur le snacking, vous n'avez pas utilisé de sel, Gilles. Puis on parlait tout à l'heure de la réaction de Maillard sur cette poitrine de veau. Ça a été grillé comme ça, tac. Pas du tout, parce qu'en plus que ce que l'on a fait, nous, c'est que l'assaisonnement, on l'a apporté après, quand on a fait mariner notre viande rapidement dans une huile d'olive et une huile de nigel avec des herbes. Il y avait du basilic et de l'estragon. Alors on parlait du gouel. Alors il y a nos amis éleveurs de races locales qui travaillent en ce moment même à produire à la fois du gouel et de la tome. Donc le gouel, quel intérêt d'utiliser le gouel en cuisine, Gilles ? Le gouel qui est le gros lait de Bretonne Pinoire, hein, voilà, pour ceux qui ne le savent pas encore. Enfin, pour moi, ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une nécessité parce que je veux absolument que dans notre travail au quotidien, nous soyons les représentants de ce qui existe autour de nous. On est là pour témoigner dans notre quotidien en tant que cuisinier. Moi, je suis là pour mettre en valeur le travail des producteurs. Et à partir du moment où j'ai une production de gouel, je vais tout mettre en œuvre pour le travailler aussi bien avec le salé qu'avec le sucré. On va faire par exemple un dessert type cheesecake avec le gouel, mais on va l'utiliser également en sauce, comme si on voulait faire une rémoulade de céleri. Eh bien, on va mettre du gouel à ce moment-là. Périgot, là, est-ce que vous pouvez donner votre appréciation sur la manière de travailler d'Yves-Marie et de faire ce haché de... Moi, je voudrais expliquer qu'on ne va rien perdre. Hein. On va faire une côte, on va faire des entrecôtes cuits à point. Là, je suis en train de faire un tartare au couteau avec le cœur. Et avec toutes les parures, je vais faire croustiller là dans la poêle avec le gras. On va faire croustiller les parures. Ça peut se manger comme ça, un petit peu bien salé. C'est délicieux. C'est ce qu'on a vu tout au long des ateliers hier et qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'effectivement on utilise tout. On a au niveau de la volaille, on va retravailler de la volaille cet après-midi. Super. Toutes les parties de la volaille ont été utilisées dans la recette, en amont ou en cours de recette. Dans le bœuf, c'est comme dans le cochon, hein, tout est bon. Surtout quand on est un artisan qui connaît son métier. Et là, on voit la précision de la gestuelle d'Yves-Marie. Non seulement il apparaît la viande, il a extrait le cœur du muscle, et là, il est en train de tailler, d'émonder son tartare, de façon à pouvoir extraire les saveurs qui sont cachées à l'intérieur du grain. Voilà. Le fait de tailler en petit, c'est ça le principe du tartare. On taille parce que le petit morceau va exhaler tous les paramètres organoleptiques qui sont à l'intérieur de la viande, et on pourra, voilà. Et il faut pour ça que la viande soit d'une qualité absolument exemplaire, que la bête ait été élevée de façon sublime pour avoir quelque chose de précis. Voilà. Et là, on voit le métier. Ça se passe de commentaires, on voit la précision, il ne se coupe pas les doigts. Et ce qui est intéressant dans ce bœuf nantais, c'est qu'il a été entièrement élevé à l'herbe. Il ne s'est absolument rien passé d'autre que de l'herbe. Il a mangé absolument rien d'autre que de l'herbe, tout en ayant quand même du gras. Vous savez que dans l'herbe, il y a du carotène. Le carotène, ça donne un goût de noisette au gras. Et vous allez voir que c'est très prononcé. On a des odeurs de foin, des odeurs d'herbe, de miel dans la viande. Alors, rappelons que cette bête a été abattue il y a 4 mois. Quel boucher aujourd'hui en France, quand on vous demande, vous êtes boucher, on vous dit mais la viande à quel âge? Il vous dit bon, elle a 10-15 jours. Et quand il dit 15 jours, on dirait qu'il bat un record. Là, on a 4 mois, donc il y a 3 mois de maturation. C'est un phénomène exceptionnel. Et on prouve que c'est comestible, que c'est bon et que ça peut se manger cru. On apprend quand même aujourd'hui quelque chose de gigantesque. Didier Damier, vous êtes boucher à Nantes, hein, au pont de la Tortière, donc une pratique quotidienne comme Yves-Marie, mais dans un environnement un peu différent. Comment vous appréciez une côte de bœuf qui a maturé tu les fais bien 3 mois? Est-ce que vous avez ça en magasin? Moi, j'ai pas ça en magasin. Moi, je mature mes viandes 4 semaines. Pour moi, c'est déjà pas mal. Mais là, ce que fait Pierre-Yves, là, c'est complètement différent. Mais ça prouve, comme disait notre ami, qu'on peut... Attends, s'il vous plaît. Le but du jeu, Périgot. Non, le but du jeu n'est pas d'engager un débat. Le débat, si vous voulez, vous l'aurez après l'atelier dans l'espace professionnel. Didier. Ouais. Alors, disons que Pierre-Yves, là, ce qu'il fait, c'est génial parce que ça prouve qu'on peut, comme disait Périgot, on peut goûter des viandes 3-4 mois après et aucun problème pour la santé du moment que la viande elle est bien nourrie déjà par l'éleveur au départ parce que c'est hyper important. Là, c'est en bonne condition, bien abattu et tout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que l'abatteur à la ferme, c'est quelque chose qui peut être formidable. Je ne sais pas ce que tu en penses.
ça sera forcément une solution puisque les abattoirs disparaissent qui sont concentrés dans le monopole de certaines filières multinationales. Et il faudra renouer avec la tradition ancienne. Il y avait des brasseries partout, il y avait des cidreries partout, et il faudra retrouver des abattoirs cantonaux de façon à ce que le producteur, l'agriculteur, il n'ait pas besoin de faire 200 km pour aller faire abattre sa viande, dont d'ailleurs il ne sait pas ce qu'elle devient après. Alors que là, le mieux pour avoir une vraie traçabilité, c'est de faire abattre dans la proximité. L'éleveur peut surveiller la condition d'abattage, la bête n'est pas stressée dans le transport, et elle est évidemment abattue à petite échelle, avec des gens qui font ça consciencieusement, et pas dans des usines à Barbac avec les images monstrueuses qu'on a vues depuis 2 ans. Alors il y a un projet en cours, je ne sais pas où il est avancé, d'avoir un abattoir mobile sur le secteur ici de Plessé. Abattoir ambulant. Voilà, donc pour poursuivre ce débat sur l'abattage des viandes, vous allez voir entre autres le site du GAB, le groupement des agriculteurs biologiques de Loire-Atlantique, qui vous sera à même de compléter ce débat. Si tu ne vas pas à l'abattoir ira à toi. Absolument. Voilà. Donc là, Yves-Marie, vous rajoutez un peu d'huile d'olive. Il assaisonne. J'assaisonne. Je mets juste un petit peu d'huile. J'aimerais bien avoir le sel de mon ami. Alors, Lionel, au secours. Lionel Paludier. On voudrait un paludier, s'il vous plaît. On a besoin de sel. Et avec de la fleur de sel, si possible. Ah, il revient. Puisque c'est de la grande viande, on va mettre du grand sel. À tout seigneur, tout honneur. Alors voilà, on va en mettre. On a avec nous dans l'assistance, on va faire comme ça, on va faire de l'aller-retour. On a avec nous dans l'assistance Albéric Vallet. Albéric, j'aimerais bien que tu viennes nous rejoindre. Je le tutoie parce qu'on se connaît bien. Représentant de la race normande. Ici, on est à la vache nantaise, mais je reconnais que la race normande, c'est quand même un trésor. Et puis, surtout, Albéric, aussi membre de Slow Food, donc on va dire un expert en viande. Albéric, c'est, comme Valadi, on disait hier pour l'Aubrac, ça fait partie de ces hommes qui se sont battus pour préserver un patrimoine et le transmettre aux générations futures. C'est un trésor vivant, Albéric Vallet. Voilà, on peut l'applaudir parce que c'est quelqu'un à qui l'élevage français doit beaucoup. Bonjour Albéric. Albéric, bonjour. Alors, quelle réaction, Albéric, qui est connaisseur de viande en général, de la viande rouge des prés et normande en particulier, qui est un des acteurs fondamentaux de ceux qui ont obtenu l'AOP pour la Maine-Anjou devenue rouge des prés. Albéric, ton appréciation sur cette côte de viande, cette côte de bœuf, pardon. Je trouve que la côte est magnifique. Je trouve aussi que le geste est magnifique. Pour la petite histoire, je suis fils et même petit-fils de boucher. J'ai mal tourné par la... Mais... C'est parfait. Ouais, je veux bien. Ouais. Mais le geste est très beau et l'attention qu'on porte et aux produits et aussi au fait de dire je vais tout utiliser, je vais arriver à des utilisations un petit peu originales. Je crois qu'il faut aujourd'hui que dans le travail de la viande, on rénove un petit peu les pratiques pour arriver à des consommations plus originales. On s'assoit moins à table, même quand on est un bon viandard et qu'il arrive dans l'assiette d'un faux filet de 300 grammes, mais ça va encore pour des bons viandards, mais madame trouve que ça fait beaucoup, donc il faut rénover la consommation de la viande. Et là, on a vraiment un bel exemple de ce qu'on peut faire. Ouais, poivre, est-ce que... Ouais, ça c'est... La côte, là, hein. Le persillé de la côte est magnifique, hein, même si c'est pas une AOP Maine-Anjou ou une normande, mais la coupe de la côte est vraiment magnifique. Et quelquefois, le consommateur, quand il est devant une viande comme ça, l'impression visuelle, c'est de dire c'est gras. Mais c'est pas grave du tout. Le résultat de cette viande-là, quand on va la cuire, tout le gras qui peut vous gêner dans l'aspect, il va avoir disparu à la cuisson. Par contre, il va avoir laissé donc de la tendreté, du goût, de la longueur en bouche, qui est une expression qu'on utilise peu dans la viande, mais qui est bien réelle. Cette façon dont la viande est capable de nous tapisser notre palais et de rester dans notre bouche et de nous apporter des magnifiques souvenirs gustatifs. Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Alors, on va pas. C'est pas un jugement moral qu'il faut ni apporter, mais sur des viandes, la viande normande notamment, qui est une race mixte, qui peut être traitée comme ça en race de boucherie. Est-ce qu'on peut aller vers des évolutions comme ça? On peut me remettre celle-là un peu. Alors, ça pose pas de problème. À partir du moment où on a des viandes qui ont un peu de gras naturellement, on peut la souplesse d'utilisation elle est bien plus grande. Et ensuite, moi j'ai beaucoup travaillé
Et ça m'amuse beaucoup de faire déguster de la viande à des gens et de leur faire sentir que finalement, entre les viandes, il y a des nuances, il y a des différences de goût, des différences d'appréciation. Et il n'y a pas vraiment le meilleur et le plus mauvais. Il y a surtout des différences comme on peut en avoir, bon, bien sûr, traditionnellement dans le vin, mais on peut en trouver dans l'huile d'olive et on peut en trouver dans tas d'autres produits. Et je trouve que aussi s'éduquer à ces différences-là, eh bien, c'est quelque chose de magnifique. Alors, on a parlé tout à l'heure du geste de couper la viande. On avait avec nous hier un artisan forgeron, un artisan coutelier, Evan Hansenberger, qui est installé à Nantes et nous a laissé une panoplie de ses couteaux. Gilles, vous êtes admiratif devant ces couteaux? Moi, j'étais admiratif, effectivement, quand je les ai vus hier. Et là, tout à l'heure, quand je regardais Yves-Marie préparer sa viande, je me disais, mais des couteaux comme ça, ils ont toute leur place. Ils sont magnifiques, ils ont un tranchant. Et il y a une âme d'artiste également dans ce travail qui est fantastique, là. Alors, les couteaux qu'on vous présente sont des couteaux de table. Il n'a pas pris sa panoplie de couteaux de chef, mais d'ores et déjà, on voit, il y en a un couteau sur l'assiette. C'est effectivement un accompagnement merveilleux. Donc, on parlait du sel tout à l'heure. C'est une œuvre d'art. Hein. Ah oui. Là, on voit l'artisanat. C'est toujours de l'artisanat. On ne travaille pas la même matière, mais il y a la même passion et il y a le même amour du travail bien fait. Parce que là, on est vraiment... Et évidemment, quand on goûte une viande telle que celle que Yves-Marie est en train de trancher, avec cet outil-là, et si le verre est avec du cristal et qu'on a un vin bien fait, je peux vous dire que l'instant de table devient un instant culturel. C'est plus seulement un instant alimentaire. Et c'est pour ça que les restaurants... C'est pour ça que les restaurants, tu disais, sont intéressés par ces... Ah ben oui, complètement. Parce que quand je vois ce travail-là, je me dis que effectivement, mais c'est quand j'ai vu Yves-Marie avec ses gestes, j'ai tout de suite fait le rapprochement avec ses couteaux qui étaient là hier. Il y a aucun doute possible. On est dans une complémentarité. Yves-Marie est en train de nous composer un tableau, parce que moi j'appelle ça un tableau. Alors je ne sais pas si c'est le Gauguin de la viande ou le Van Gogh de la côte de bœuf, mais on a quand même un paysage là avec un camailleux de couleurs, de textures et de formes qui est assez impressionnant. Je ne sais pas si on peut le voir. Enfin, si, on le verra à l'image, voilà, puisque notre ami cadreur va... Alors, on appelait... Vous voyez, magnifique, superbe. On appelait à corps et à cri Lionel tout à l'heure pour son sel. Alors, il s'agit Merci Marie, bravo. De fleur de sel. Lionel, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la fleur de sel? Ouais, alors je peux vous en dire un petit peu plus sur cette fleur de sel qui est dans le pot là. Parce que tout à l'heure, j'entendais Perico parler de vin. Il y a cru et grand cru. Ouais, il y a cru et grand cru. Donc, il y a la fleur de sel, donc c'est quelque chose qui est éphémère, qui se produit tous les jours, qui coule pendant la nuit, donc on le récolte tous les soirs, en saison. Et donc, quand on parle de cru, de grand cru, nous, ça change tous les jours. Donc, en fait, le travail qu'on fait, nous, alors quand je dis nous, c'est pas nous, hein, c'est Françoise, mon épouse qui se cache derrière. Il y a peut-être une planche pour mettre à déguster à tout le monde. Sur le devant de la scène. Mais ceci dit, c'est quand même son travail. Une fois que la fleur de sel est cueillie, ce qui est très important, c'est de ne pas la sécher artificiellement. Parce que si vous la montez en température, elle va se déshydrater, le grain va se rétracter, devenir cassant, croquant et perdre son fondant. Donc nous, on refuse de la sécher. Pour après avoir quelque chose de vendable, il faut la laisser vieillir pendant 1 an et demi. C'est parfait. Mûrir. Elle mûrit, elle perd son... Comme une viande. Elle perd son eau, elle en reprend l'hiver, elle la relâche l'été d'après, et c'est au bout de 2 étés qu'elle est stable en hygrométrie. À ce moment-là, quand elle est vraiment stable, elle tient dans les pots. Ensuite, nous, après, on va la tamiser à 2,5 mm de façon à avoir un produit super homogène. Et Françoise va toute la trier à la main, quasiment grain par grain. À la maison, elle passe 4,5 tonnes par an. Là c'est de l'orfèvrerie. On est de la joaillerie même. De la joaillerie. C'est un travail de finesse. Et derrière, on a un produit qui est fondant et... Le dernier truc qu'on a pompé, parce qu'en fait on a pompé pas mal de trucs sur les viticulteurs, il faut bien le dire, faut pas s'en cacher. Le dernier truc qu'on a pompé, c'est l'assemblage. En fait, comme ça change tous les jours, quand Françoise elle trie de la fleur, elle a toujours 4 ou 5 sacs de 30 kg devant elle. Elle va les mélanger de façon à derrière avoir un produit qui soit homogène tous les jours chez nos clients. Et c'est ça qui nous permet nous de travailler avec des chefs 2-3 étoiles. Ça les intéresse d'avoir un produit qui ne change pas le long de l'année. Vous voyez, la démarche est toujours la même. Merci Lionel. Un produit naturel, il vous raconte le terroir d'où il vient. C'est une leçon de géographie à chaque fois. Et même sur un produit qu'on peut considérer comme basique, qui est le sel, eh bien, on a toutes les nuances, on a toutes les subtilités, on a toutes les différences d'un terroir à l'autre, parce qu'il y a des terroirs de sel. Celui de Guérande n'est pas celui de Noirmoutier ni de l'île de Ré. On se dit, ni celui de Bourgneuf. Je plaide pour ma paroisse. Merci Bourgneuf. Voilà. Et évidemment qu'avec la viande, si on va plus loin,
On va peut-être dire que la Nantaise serait plus heureuse avec un Guérande et que la Pinoire, elle sera plus heureuse avec un Bourgneuf. Voilà. Ça, ensuite, c'est chacun qui voit selon ses goûts. On a abandonné Yves-Marie. Alors, Yves-Marie, vous en êtes où, là? Bah là, je vais nourrir l'assistance. Parce qu'il y a un moment, il faut manger. Heureusement que je ne suis pas à côté de lui parce qu'il n'y aurait rien sur le plateau. Il n'y aurait plus rien. Donc vous découpez... Je découpe la côte de bœuf. La côte de bœuf. Voilà, qu'on a fait bien saignante. Qui a été cuite sur la plancha. Voilà. Par notre ami Anthony, qui officiait hier matin. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Et bien après, on va manger. Et après, on va manger. Voilà, après, vous allez manger. Vous allez déguster. On va déguster cette côte de bœuf. Donc, il serait temps qu'on se mette à déguster maintenant. Ça y est, on va passer. Là, je vous sens. Il n'y a pas que le sel qui met l'eau à la bouche, parce que le sel met l'eau à la bouche, c'est vrai. Voilà. Mais il y a quand même le coup de main du boucher. Vous avez remarqué que c'est un boucher cuisinier quand même. Oh. Et c'est bien la preuve que c'est le même métier tout ça. Ce sont les phases différentes, ce sont des étapes différentes. Mais quand un boucher est passionné, il met sa viande en valeur. Ça ne sera jamais un cuisinier ne sera jamais un boucher. Mais on sent quand même qu'Yves-Marie, il est tellement passionné par son produit qu'il a envie de le mettre en valeur à sa façon. Eh bien, on a un boucher cuisinier avec nous. Voilà, encore c'est Anthony. Viens par là. Anthony. Hop. Alors, boucher cuisinier, comment il réagit par rapport à ce qu'il voit? Comment tu réagis à ce que a fait Yves-Marie devant nous en direct? On parle pas, on bave. Hein. On parle pas, on bave, qui dit soyez propres, restons propres. Non, c'est exactement. Parle bien devant le micro là. On n'a pas la chance d'en manger tous les jours et c'est ça qu'il faudrait qu'on fasse toute l'année en fait, c'est se priver un peu de viande et en manger de la bonne quelques fois dans l'année. Voilà. Donc ce que disait Périgaud tout à l'heure face à la caméra de France 3, c'est une nouvelle manière de manger de la viande. Mais on nous a fait consommer trop de tout le temps. Plus de saison, plus d'origine, la quantité, au prix le moins cher, produit dans des conditions abominables, souvent importés de l'étranger, pour la ruine de nos paysans, de nos artisans. Et on va inverser, nous, citoyens consommateurs responsables, on va inverser la tendance. On va, sans modifier notre budget alimentaire, sélectionner ce qu'on mange et ce qu'on ne mange pas. On va réduire les quantités d'aliments qu'on consomme en trop grande quantité. Et avec cette petite économie, on va améliorer la qualité de nos achats. Donc on va manger moins de viande de merde et on va manger un petit peu moins en quantité, mais bien meilleure, de la viande française, abattue par nos éleveurs et nos paysans, et travaillée et mise en valeur par des artisans bouchers tels qu'Yves-Marie. Voilà. L'équation est très... Et à la fin du mois, je n'ai pas un centime de plus de dépenser. Mon corps, ma santé se porte mieux, l'économie agricole se porte mieux, et l'artisan boucher, il fait son boulot. Donc Auchan, Leclerc, tout ça, je suis d'accord, ça a leur utilité. Mais quand il s'agit de faire travailler la filière viande, de se nourrir avec de la viande saine, eh bien il y a des actes citoyens responsables à prendre. Et aller chez le boucher acheter la viande française abattue et travailler de cette façon, c'est un acte politique aussi important que de voter. Ouais. Eh bien on passe à la phase de dégustation. D'abord pour nos intervenants. Et puis servez. Voilà. Allez, je prends. C'est tout simplement prodigieux. Merci. C'est un grand moment parce qu'on a vu l'éleveur, on a vu la prairie où ce bœuf a été élevé, on sait où il a été abattu, on a l'artisan boucher qui l'a mis en valeur, qui l'a découpé, qui l'a cuit devant nous et on la déguste directement. Et alors l'apport du sel, la petite note qui manquait, heureusement que le paludier est là pour donner ce relief. En fait, la viande, elle arrive et le sel de Guérande, ou le sel de Bourgneuf, n'est-ce pas, donne ce relief. Là, on a un instant, je dis, c'est un instant culturel. Ce n'est pas seulement un acte alimentaire et un acte de cuisine et un acte agricole, c'est un acte culturel qui a une grande valeur. Des petites cuillères pour le tartare. Merci, Périgaud. Voilà. Merci à tous, merci à Yves-Marie, merci à tous les intervenants, merci à Laurent Chalet, qui n'est pas là, mais c'est grâce à lui que ce bœuf a été élevé. Voilà. Et Alexandre. Ouais. Et puis à Alexandre, et puis à Cédric, son fils, Cédric qui veille au grain quand même aussi. Qui est par là, et Cédric qui a l'œil sur tout. Merci, à tout à l'heure pour un nouvel atelier, une continuité de cet atelier culinaire.